Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison de Pépin. Au programme de cette rentrée, une fois par mois, vous découvrirez des invités incroyables qui ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Mais attention, la petite nouveauté, c'est que je vous partage aussi toutes les semaines les découvertes qui me touchent et qui, je pense, peuvent vous apporter beaucoup sur le compte Instagram Pépin Podcast. Pour ceux qui découvrent Pépin, je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je suis très fière de partager avec vous ma conversation avec Juliette Mercier. Une jeune femme incroyable qui a dû se battre durant 12 ans contre la maladie de Crohn avant de subir une iléostomie définitive qui lui a sauvé la vie. Passionnée de dessin, elle partage sur son compte Instagram StommyBuzzy des illustrations pleines d'humour sur son parcours et sur d'autres thématiques diverses et variées. Elle a même réalisé un de ses rêves il y a peu, puisqu'elle a publié son premier roman graphique, Ma Crohn de vie, chez les éditions Le Duc. J'en ai assez dit, je vous laisse écouter son parcours. N'hésitez pas à réagir en direct sur l'application Tumult ou à nous laisser un commentaire sur le réseau social de votre choix. Bonne écoute. Bonjour Juliette, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, comme beaucoup de personnes, je t'ai découverte sur Instagram, où tu postes très régulièrement des illustrations humoristiques sur les thématiques de la maladie, du handicap et de la santé en général. Tu as été diagnostiquée de la maladie de Crohn en 2005. Depuis, tu as réalisé des choses incroyables. C'est pour cela que je suis ravie de t'accueillir sur Pépin Podcast aujourd'hui. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ton âge, ce que tu fais dans la vie, ton métier, tes passions, si tu as des enfants ou non, et ce que tu veux d'autre? Alors, moi, je m'appelle du coup Juliette Mercier. J'habite dans le sud-ouest de la France avec mon copain Julien et avec mon chien, du coup, qu'on retrouve beaucoup dans mes BD, qui s'appelle Marley, dans la vraie vie. Marlito, c'est un nom de star, en fait. Et j'étais professeure d'art appliqué. J'ai terminé ma dernière année, là, en juin. Aujourd'hui, je suis seulement illustratrice et ça fait 2 ans que je suis illustratrice parce que c'est ma passion. J'ai fait mes études là-dedans et j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. Donc, je suis très heureuse de me lancer dans l'aventure et puis de faire que ça aujourd'hui. D'accord, bon, si tu veux bien, on va retracer un petit peu ton parcours. Alors, je me suis un petit peu renseignée sur la maladie de Crohn. J'ai lu qu'en France, actuellement, il y a environ 120 000 personnes atteintes de cette maladie. Tu me dis si je me trompe? Tu sais mieux que moi, apparemment. Je sais. Bon, normalement, j'ai pris sur des sources sûres. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de cette maladie avant ton diagnostic? Alors non, j'avais jamais entendu parler de la maladie parce que j'avais 15 ans. J'avais même 15 ans quand j'ai eu le premier symptôme et puis 16 ans quand j'ai été diagnostiquée. Et en fait, j'étais vraiment très très loin du monde de la santé, de la maladie, du handicap. J'étais dans mon petit cocon. Donc j'étais lycéenne avec ma petite famille, ma sœur, mes amis. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et j'avais jamais entendu parler de la maladie de Crohn et je connaissais personne qui avait cette maladie. Et justement, comment ça a commencé? C'était quoi les premiers symptômes? Alors les premiers symptômes, en fait, ça a commencé doucement, finalement, par rapport à ce que j'ai vécu après. Ça a commencé par des diarrhées. Donc, c'est-à-dire que je me levais vers 4-5 heures du matin et puis j'allais aux toilettes 3-4 fois et puis j'avais mal au ventre aussi, très mal au ventre. Mais c'était vraiment que matinal, on va dire, de 4 heures du matin à 11 heures, ça allait pas très bien. Et puis après, ça allait plutôt bien dans ma journée. À partir de quand tu as commencé à vouloir consulter? À partir de quand c'est devenu très problématique? En fait, j'ai consulté quand même assez rapidement puisque c'était tous les jours et qu'on a tout de suite pensé à une gastro puisque mes symptômes sont apparus donc en janvier, février, début d'année. Donc ça correspondait bien finalement à la saison entre guillemets de la gastro. Et ma mère, mes parents pensaient que c'était ça. Donc je suis allée chez le médecin qui m'a prescrit des médicaments pour me soigner pour une gastro. Et finalement, le mois d'après, je suis revenue. Le mois d'après, je suis encore revenue. Et puis, au bout de 3 rendez-vous, mon médecin m'a dit « Bon, là, c'est un peu bizarre quand même que vous ayez des gastro à répétition. C'est pas normal. Donc, on va faire des examens plus poussés. »
Et c'est comme ça qu'elle m'a envoyée en fait chez un gastro-entérologue, donc qui est spécialiste vraiment des maladies de l'intestin. Et ce gastro-entérologue m'a fait faire des examens, donc prise de sang, j'ai fait une coloscopie aussi, et tout ça a finalement déterminé que j'avais la maladie de Crohn. Ils m'ont annoncé le diagnostic en août. Donc ça a commencé janvier-février, et j'ai su en août que j'avais la maladie de Crohn. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai su que j'allais être traitée. Mais bon, quand on m'a dit que j'avais la maladie de Crohn, je pensais vraiment que c'est bon, on avait un nom sur la maladie, que maintenant qu'on savait ce que c'était, on allait pouvoir me donner un traitement, comme quand on se découvre une grippe, bah, hop, des médicaments, et puis c'est réglé, quoi. Et en fait, je m'attendais pas à ça. Et donc au niveau traitement, est-ce qu'on t'a proposé des choses? Est-ce que ça a marché? Comment ça s'est passé? Alors au début, j'ai commencé par des traitements doux, puisque j'avais des symptômes doux, entre guillemets. Donc j'ai eu de la cortisone et des médicaments assez légers qui n'ont pas vraiment fonctionné, mais qui ont permis quand même de maintenir mon état pendant quelques mois. Et puis finalement, ça s'est aggravé, et je suis passée tout de suite à un traitement un peu plus lourd, on va dire, où j'avais des piqûres, donc sous-cutanées, une fois par semaine. Donc au début, j'avais un infirmier qui venait, et puis après, comme j'avais envie d'être autonome dans ma prise en charge, je les ai faites toute seule. Et ce traitement-là, c'est le seul traitement qui a fonctionné pendant à peu près 1 an, un peu plus d'1 an. Et finalement, mon corps a fini par s'habituer, et les symptômes sont revenus. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai arrêté ce traitement qui n'était plus efficace. Et j'ai commencé des traitements, enfin j'ai essayé d'autres petits traitements qui existaient, qui étaient déjà dans le milieu médical, quoi, qui étaient déjà testés, voilà, connus. Et puis j'ai enchaîné en fait très vite, je crois quand j'avais 18 ans, 19 ans, sur les traitements expérimentaux. Donc les traitements expérimentaux, il y en a d'ailleurs aujourd'hui qui sont plus expérimentaux, donc c'était même la fin quand même, donc on avait déjà un recul dessus. Mais voilà, ces traitements expérimentaux, moi j'en ai essayé, je dirais 4 au moins, qui n'ont pas fonctionné du tout. Et finalement, la maladie, elle a fait que empirer. Donc moi, au niveau des traitements, c'est vrai que j'ai eu 1 an de répit, on va dire, 1 an d'efficacité et 12 ans de galère. Ah oui, ça a dû perdurer pendant 12 ans. Ouais, ça a perduré pendant 12 ans, puis ça a fait que s'empirer en fait. J'ai pas eu de phase de rémission, il n'y avait pas des moments où ça allait mieux. J'avais une douleur quotidienne tous les jours. Et c'est ce que je me disais d'ailleurs à l'époque. Je me disais, mais en fait, c'est horrible parce que j'ai mal tous les jours de toute ma vie, tout le temps. Il n'y a pas une journée où ça va, où je me lève, où je me sens bien, où j'ai pas mal au ventre. Non. En 12 ans, j'ai pas eu une nuit de sommeil complète parce que je me levais au moins 3 fois par nuit. Quand je me levais une fois, j'étais trop contente, quoi. Et t'avais des soucis que la nuit? Enfin, malgré les douleurs, t'arrivais à avoir une vie classique, en fait, à sortir, à voyager, à continuer tes études, j'imagine, puis travailler? Parce que 12 ans, c'est énorme, en fait. Ouais, ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait une bonne partie de la vie. Mais j'ai réussi, ouais, à faire tout ça avec la douleur, en fait. Parce que c'est vrai que j'avais très mal la nuit. Et donc j'avais une digestion plutôt nocturne en fait finalement, donc j'allais beaucoup aux toilettes la nuit, mais ça allait on va dire de 2 heures du matin jusqu'à midi. En fait c'est la nuit et le matin même. Et puis après l'après-midi ça allait un petit peu mieux, j'avais 1 ou 2 crises mais c'était un peu mieux. Et puis le soir c'était quand même mieux parce que je pense que j'étais vide. Donc forcément, j'avais plus cette urgence toilette, mais j'avais quand même une douleur. Et j'ai appris à vivre avec la douleur, en fait, et à continuer à faire des études, bien que je ne sois pas beaucoup allée non plus en cours pendant certaines périodes. Mais j'ai quand même fait 5 ans d'études, donc j'y suis quand même arrivée. J'ai fait la fête parce que j'étais jeune et que je voyais tous mes amis sortir, aller faire les magasins, T'arrivais les à restos. manger, à t'alimenter normalement, à boire de l'alcool, par exemple, Au début, ouais. à vivre ta jeunesse comme tout le monde, finalement. Ouais, pendant un moment, j'ai réussi, autour de mes 20 ans, on va dire, j'arrivais à faire tout ça, à manger, aller au resto, à picoler, voilà, il n'y avait pas de... Enfin, j'y arrivais, en tout cas, même si après, je payais les frais à la maison en rentrant, mais en fait, finalement, c'était le même tarif que quand je faisais rien. Donc, autant faire des choses et avoir mal que rien faire et avoir mal, je trouvais. Et pareil pour les voyages. Les voyages, je suis partie en vacances aussi, donc des fois, c'était pas
j'étais un peu le boulet, quoi, on va dire, parce qu'il faut vivre aussi des fois un peu au rythme de la maladie. On peut pas non plus toujours pousser. Mais j'ai réussi quand même à voyager. Je suis partie en Asie toute seule. Enfin, j'ai fait ce que j'ai voulu malgré la maladie parce que j'avais pas envie de vivre, en fait, que ça m'empêche de vivre plutôt. Et à ce moment-là, ton entourage, t'as eu de la chance, ils étaient compréhensifs ou c'était compliqué d'en parler, d'expliquer ta situation Alors moi, j'ai des amis d'enfance, beaucoup, donc c'est vrai que c'était facile d'en parler. Et puis, je suis quelqu'un de plutôt sociable, donc j'ai pas trop de problèmes pour faire des rencontres, etc. J'ai pas de tabou, donc j'en ai parlé à ceux avec qui j'en avais envie d'en parler. Puis les autres, j'en parlais pas, ça se voyait pas non plus tout le temps forcément. Des fois, ils se posaient des questions, des fois, j'avais des remarques. Il y a des gens qui ont pas lancé des rumeurs, mais bon, qui se sont interrogés, qui se sont trompés, qui ont jugé sans savoir. Mais de toute manière, moi, j'étais quand même super bien entourée par ma famille et par plein d'amis. Donc pour ça, j'ai eu de la chance parce que ça m'a quand même portée. Et c'est super important d'avoir un soutien, en fait, comme ça. D'accord. Et donc, au bout de 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine que ça s'est aggravé. Oui, en fait, au bout de 12 ans, je suis rentrée dans une période où c'était très, très difficile parce que déjà, j'ai commencé à travailler. Et donc là, j'ai eu envie d'être efficace dans mon travail. Donc, j'ai vraiment poussé mon corps dans ces derniers retranchements. J'avais pas envie de faire des arrêts maladie. J'avais envie d'assurer, quoi, hein, comme toute personne qui commence un travail. Et donc, je suis allée au-delà de mes limites. J'ai commencé à plus me nourrir pour aller travailler. Donc, je m'alimentais plus du tout. Donc, j'ai perdu du poids. Et en fait, c'est un cercle vicieux, finalement. On ne mange pas, mais on va travailler. Donc, on s'épuise, on perd de l'énergie. J'ai fait des allers-retours à l'hôpital pour bénéficier de la nutrition entérale, pour essayer de reprendre un petit peu des forces, jusqu'au point de non-retour où je faisais 37 kilos pour 1,69 m. Donc j'étais toute maigre, je dormais tout le temps. Comme j'étais prof, dès que j'avais 1 heure de pause, j'avais mon plaid sous le bureau, hop, je me couchais par terre, je dormais. Je rentrais chez moi, je promenais mon chien jusqu'à 19 h, hop, je rentrais, je dormais. Enfin, vraiment, j'étais épuisée. Et du coup, là, mon médecin m'a envoyée à l'hôpital. Moi, je pensais pour la nutrition entérale, puisque c'était un petit peu maintenant, c'était à chaque fois comme ça. Et en fait, non, on m'a annoncé au bout de 3 jours d'hôpital que là, c'était plus possible et que la dernière solution, c'était l'opération de l'iléostomie, du coup, est définitive. D'accord. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi une nutrition entérale? Ah oui, alors la nutrition entérale, en fait, c'est une nutrition artificielle. Donc moi, ce qu'on faisait, c'est qu'on me passait une sonde par le nez qui allait jusqu'à l'estomac. Et cette sonde, en fait, elle est reliée de l'autre côté à une perfusion qui distribue petit à petit un mélange nutritif, en fait, qui va permettre de nourrir le corps et de lui apporter les nutriments et l'énergie qu'il n'a pas par l'alimentation normale. Donc on est branché à cette sonde, je crois que ça passe en une dizaine d'heures, donc de 19 h au petit matin, on est branché en fait avec un tuyau dans le nez et le produit qui passe tout doucement. J'ai lu que de plus en plus de personnes sont touchées par cette maladie dans les pays industrialisés et de plus en plus jeunes, ce qui laisse supposer que les facteurs environnementaux comme la pollution, l'alimentation ou le mode de vie jouent un rôle important dans le déclenchement de la maladie. Est-ce qu'avec le recul, tu penses que dans ton cas, tu avais des signes avant-coureurs dans ton enfance par rapport à cette maladie? Et est-ce que tu penses qu'il y a un événement qui a pu la déclencher? Alors justement, j'ai beaucoup cherché et en fait, j'ai jamais trouvé la réponse. Parce que moi, donc je vivais avec mes parents, ma sœur. Donc déjà, ma sœur elle a 1 an et demi de plus que moi. Donc on a été élevés pareil, on a mangé la même chose, on a vécu au même endroit, on avait une alimentation équilibrée. On n'avait pas le droit au fast-food en plus, donc, mais c'est même pas ça. On faisait du sport. Notre maman elle nous inscrivait à un sport différent chaque année, ou alors quand il y en a un qui nous plaisait, on avait au moins 2 entraînements sportifs par semaine. On allait à l'école. Il s'est rien passé dans ma vie
de traumatisant en fait. J'avais vraiment une enfance normale, tranquille, équilibrée. Donc je sais pas. Après, est-ce que c'est une fragilité et ce qui fait que toutes ces choses-là, finalement, ça a déclenché chez moi la maladie de Crohn? C'est possible, mais c'est très difficile à dire parce que les patients, les malades de Crohn, ils sont tous très, très différents, en fait. On a tous des vies différentes, on a un parcours différent, on vit à des endroits différents. Donc, recouper les choses pour dire, bon, ben, c'est peut-être ça, ben, en fait, c'est très compliqué, on ne sait pas. D'accord. Et donc, pour revenir à 2017, tu as parlé d'une opération qui s'appelle l'iléostomie. Est-ce que pour ceux qui n'y connaissent rien du tout, tu peux expliquer ce que c'est l'iléostomie et ce que c'est la stomie en général et même nous décrire un petit peu à quoi ressemble une poche à stomie, par exemple? D'accord. Alors la stomie, déjà de manière générale, en fait, il peut y en avoir plusieurs. La stomie, c'est quand on va dériver en fait un transit. Donc ça peut être le transit intestinal, mais ça peut être aussi le transit urinaire. Donc il y a l'urostomie pour les urines, la colostomie, ça c'est quand on va enlever plutôt la partie de l'intestin grêle, et puis l'iléostomie où là c'est plutôt le gros intestin. Donc en fait c'est quand il y a un problème à cet endroit-là et qu'en fait, pour soigner la personne, on a besoin de dévier le transit vers l'extérieur pour soit qu'elle se repose, soit qu'elle puisse plus avoir cette partie malade. Puisque moi, en fait, mon iléostomie, on m'a enlevé, on m'a retiré mon gros intestin qui était abîmé par la maladie et qui donc me faisait souffrir. Donc on me l'a enlevé et la partie saine, on l'a recousu sur l'abdomen en fait. Donc c'est comme si j'ai un morceau d'intestin qui est recousu sur mon ventre. Un morceau d'intestin, c'est comme quand vous faites un bisou avec la bouche, vous avez la bouche en cul de poule, ça fait un peu ça, quoi. C'est un petit morceau comme ça qui sort, et donc on colle une poche dessus. Donc une poche, c'est simplement un tissu plastique ovale qu'on va coller dessus comme un pansement, et qui va permettre donc de recueillir les selles, puisque les selles vont s'écouler sans qu'on le sente, sans qu'on contrôle en fait. Donc avec la digestion, ça va couler dedans, et cette poche-là, on peut la vider et on doit la changer tous les jours. Parce que moi, j'y connais rien. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi le morceau d'intestin qui est malade, on l'enlève pas, et puis ensuite on recoue les deux bons morceaux d'intestin. Alors c'est possible parfois, ouais. Ça s'appelle une remise en continuité, et c'est possible, par exemple, quand on enlève un petit bout du gros intestin, où là, du coup, on peut rejoindre, recoudre et effectivement reprendre un transit normal. C'est pour ça que des fois, je parle de stomie de repos, parce qu'en fait, on va la poser pendant 1 mois, 2 mois, et par la suite, on va recoudre les morceaux ensemble pour retrouver donc un transit normal par l'anus. Et dans mon cas, par exemple, c'est pas possible parce que c'est comme si l'intestin grêle, c'est pas forcément compatible pour aller directement se recoller au rectum à l'anus. C'est un petit peu comme si on voulait recoudre sa main à l'épaule. Enfin voilà, on a enlevé. Il manque un trop gros morceau ouais. Pour pouvoir recoudre les deux morceaux, quoi. C'est ça. Mais t'as super bien expliqué. Enfin, moi, j'ai tout bien compris, en tout cas. On en a déjà parlé. Tu as un compte Instagram où tu mets très régulièrement des illustrations. J'en ai notamment vu une qui parle de l'annonce de l'opération pour la stomie. J'aimerais savoir ce que tu as ressenti à ce moment-là, quand on t'a annoncé qu'il fallait opérer et que c'était... Et que c'était obligatoire. J'ai senti que c'était obligatoire et que ça me plaisait pas du tout. En fait, ce que j'ai ressenti surtout, sur le coup, c'est que j'ai pas trop réalisé, parce que la stomie, j'en avais déjà entendu parler. Mon médecin, il avait déjà essayé d'aborder le sujet avec moi. Et moi, j'ai fermé la porte, je lui ai claqué au nez. Je lui ai dit non, on parle pas de ça. C'était pas du tout une solution envisageable. Donc, quand il m'a dit ça, sur le coup, j'ai pas trop compris. Je me suis dit non, mais... il me parle encore de ça, mais ça va pas se passer. Et puis quand j'ai réalisé que ça allait se passer, c'est vrai que là, je me suis posé plein de questions. J'ai eu peur pour ma féminité. J'ai eu peur aussi pour ma vie future, que ce soit plus contraignant finalement qu'avec la maladie. J'ai eu peur de me traîner un gros handicap au quotidien. Et du coup, j'étais pas du tout préparée en fait, surtout qu'il me l'a annoncé un vendredi et que je me faisais opérer le mardi.
Donc ça allait très très vite et finalement ça me plaisait pas trop, mais je savais que c'était un peu la dernière chance puisqu'elle m'avait dit que mon pronostic vital de toute manière était engagé et que il y avait pas d'autre solution et puis voilà, les traitements, ça fonctionnait pas. Donc, il fallait le faire, c'était obligatoire. Et à partir de ce moment-là aussi, quand c'est obligatoire, je pense qu'on se dit, bon, ben, j'y vais, Oui, quoi. dans ton cas, c'était une question de vie ou de mort, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il fallait le faire. Et comment ça s'est passé à ton réveil comment s'est passé les suites de l'opération? Quand tu as vu, j'imagine, la poche, comment tu as vécu les choses? Alors, quand je me suis réveillée avec cette poche, j'avais plein d'autres problèmes finalement parce que j'avais un tuyau dans le nez, j'avais un tuyau pour les urines, j'avais 2 drains aussi pour nettoyer les plaies. Donc en fait, j'étais accrochée de tous les côtés. Je pouvais pas me relever, j'avais très très mal, j'étais très fatiguée. Et sur le coup, quand je me suis réveillée, la poche, ça m'a pas paru encore faire partie de moi et de mon quotidien. Et je l'ai pas j'ai pas trop eu peur, j'ai pas eu de mouvement de recul, je me suis pas dit oh là là ça y est, non, j'avais surtout mal et en fait je me disais bon ben vivement qu'on arrive à la fin de la convalescence, que tout aille mieux et que je puisse en fait faire connaissance avec ma poche et ce nouveau corps parce que pour l'instant là j'étais pas du tout en état vraiment de me demander comment allait se passer la suite des choses. Au moment du réveil, surtout que je suis restée un moment à l'hôpital parce que j'ai eu pas mal de complications. Donc pour ça, je suis pas un très très bon exemple hyper positif. Il y en a pour qui ça se passe très bien, qui sortent au bout de quelques jours. Et moi, ça s'est pas très bien passé parce que forcément, comme je suis arrivée avec 37 kilos où j'étais épuisée, j'étais au fond, pour remonter, c'était beaucoup plus compliqué. Donc il a fallu quand même le temps que le corps aille mieux, que le corps se soigne, de régler les petits pépins qui me sont arrivés. Et puis ensuite, j'ai pu m'occuper vraiment de m'adapter et de découvrir ce que c'était que la vie avec une stomie. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as eu droit à un soutien psychologique? Alors en fait, j'avais déjà, en plus, juste avant l'opération, mon médecin qui a eu la bonne idée de me faire rencontrer 2 jeunes femmes qui avaient à peu près mon âge et qui avaient été opérées quelques années avant et qui allaient très bien. Et je me suis liée d'amitié avec l'une d'entre elles qui est revenue me voir après l'opération. Et en fait, cette personne-là a été très importante au niveau du soutien psychologique parce que j'arrivais à me projeter. Je la voyais, elle était dynamique, sympa, drôle, jolie, elle travaillait, elle avait un copain, enfin tout allait très bien. Et du coup, je m'accrochais un petit peu à ça. Après, j'avais ma famille qui m'aidait beaucoup puisque mon père a arrêté de travailler tout le temps où j'étais à l'hôpital, donc il était là toute la journée, en fait, le pauvre, il m'a supporté, il était dans la chambre d'hôpital à lire des BD, à regarder de la télé avec moi, enfin, c'était nul, mais heureusement qu'il était là, parce que du coup, je m'accrochais beaucoup à lui, quoi, c'était vraiment l'épaule dont j'avais besoin. Et après, au niveau médical, le personnel, quand même, le personnel soignant est exceptionnel. Moi, je suis tombée que sur des infirmiers adorables, qui ont pris en compte ce que je disais, qui arrivaient avec le sourire, la patate, qui m'écoutaient, qui étaient super sympas. Et moi, même à l'hôpital, je laissais tout le temps la porte ouverte de ma chambre. Je ne supportais pas qu'on la ferme parce que rien que de les voir, ces gens-là qui allaient bien, qui étaient contents, qui respiraient le bonheur, la bienveillance, ça me faisait beaucoup de bien. Et puis après, j'ai eu un petit peu la psychologue qui est venue me voir, mais qui a décrété que j'avais juste envie de sortir, de vivre et que tout allait bien, quoi. Que c'était juste... fallait que je prenne mon envol, quoi. Donc même moi, je pensais pas avoir trop besoin d'elle. Et elle a eu la même conclusion que moi. Donc non, moi, il me tardait vraiment de sortir, en fait. Et justement, comment se sont passés les mois qui ont suivi? Ensuite, quand je suis sortie de l'hôpital, après 1 mois et demi, donc je suis allée en convalescence chez mes parents à la campagne. Et là, il a fallu que je reprenne 20 kilos. Donc c'était trop bien. C'est le régime inversé, c'est le régime dont tout le monde rêve. Il fallait que je me gave de tout ce que j'aimais. Puis alors j'ai redécouvert tout ce dont je m'étais privée pendant des années. Donc j'ai mangé des cornflakes, des fougasses, enfin que des trucs hyper sains, quoi. Pour reprendre un petit peu du poil de la bête. Aussi, ça aide au moral. Et du coup, le premier mois, ça a été vraiment ça, être à la campagne avec mes parents, me reposer quand même, manger et puis faire mes soins parce que j'avais quand même des soins en sortant de l'hôpital.
Et puis au bout d'un mois, ben, ça y est, j'ai recommencé. Je me suis lancée dans cette nouvelle vie, dans cette deuxième chance. J'ai pris mon camion aménagé, mon chien, je suis allée sur la côte, j'ai fait tout ce que je voulais. Je suis allée au resto, j'ai fait du surf, des randonnées, je suis allée en boîte aussi, beaucoup. J'ai fait la fête, enfin vraiment, j'ai profité dès que ça allait mieux. J'avais envie vraiment de profiter. Et d'ailleurs, même les journées où je faisais rien, ben, je déprimais, ça me faisait tellement de peine d'avoir gâché 2 heures à rien faire. Enfin, j'avais l'impression que je courais en fait après cette liberté qui m'avait manqué. J'avais vraiment besoin de faire plein de choses et de le faire sans stress et sans avoir mal. Je trouvais ça trop trop bien, incroyable. Ouais, j'ai lu que tu as dit dans une interview que la poche, pour toi, la stomie et la poche, ça a été comme une libération. Ah ouais, ça a été une libération, ouais. J'imagine que tu avais retrouvé de l'énergie aussi. Ben oui, j'ai retrouvé de l'énergie, j'ai retrouvé beaucoup l'envie. Et puis, comme j'avais plus du tout de symptômes, donc j'avais plus mal au ventre, j'avais plus d'urgence toilette. En fait, d'avoir été très très malade pendant 12 ans, finalement, ça a été une chance, entre guillemets, parce que j'ai pu comparer le confort de vie qui me manquait et ce que j'avais aujourd'hui avec la stomie. Donc avec la maladie, c'était le stress d'aller aux toilettes, les douleurs, pliées en deux, tout ça. Avec la stomie, bah, j'ai pas le stress d'aller aux toilettes, au contraire, j'y vais plus du tout, donc enfin, pratiquement plus par rapport à ce que j'allais avant. J'ai pas de douleur, donc je suis pas pliée en deux. Donc tout va bien, quoi. C'est vrai que le mental, du coup, tout de suite, tout va mieux et on se sent capable de faire plein de choses. Donc c'est ça qui fait du bien, ouais. De retrouver une vie normale, en fait. Donc physiquement, plus aucune douleur. Non, plus aucune douleur. Psychologiquement, c'est vrai que tout ce qui concerne les problèmes digestifs, le pipi, le caca, les gaz, c'est plutôt des sujets tabous dans notre société. Je sais qu'aujourd'hui, tu en parles librement. Est-ce que ça a toujours été le cas? Et notamment dans tes relations sentimentales, j'imagine qu'il a fallu aborder le sujet de la poche. Est-ce que ça a été facile pour toi? Ah non, 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 j'ai un peu arrangé la vérité. J'ai pas menti, mais bon, un petit peu quand même. Surtout que moi, j'ai rencontré mon copain que j'ai gardé aujourd'hui. Je l'ai rencontré en août et donc je suis sortie de l'hôpital début juin. Donc en fait, j'ai recommencé vraiment à vivre juillet-août et paf, j'ai rencontré mon copain. Ouais, très vite. J'avais encore même des problèmes de poche, des problèmes de matériel. Enfin, tout n'était pas encore parfaitement calé. Mais je l'ai rencontré à ce moment-là et c'est vrai que au bout d'un moment, surtout que c'était au bord de la plage, donc j'étais en maillot, donc je pouvais pas le cacher. Et quand il m'a demandé ce que c'était, j'ai pas tout de suite expliqué dans les détails ce que c'était. J'ai dit que je m'étais fait opérer et que j'avais pas envie d'en parler. Et parce que c'est vrai que sur le coup, c'est pas très glamour et qu'on n'a pas envie de parler caca, maladie avec son flirt, quoi. Donc je n'ai pas expliqué tout de suite. Et puis quand les choses sont devenues sérieuses, je lui ai expliqué. Et puis ça s'est bien passé, quoi. Ça a absolument rien changé entre nous. Mais même avant, avec la maladie de Crohn, c'est vrai qu'avec j'avais un flirt ou un copain, j'étais bien obligée de dire que j'avais mal au ventre, mais je disais pas que j'avais la diarrhée ou que... Tu rentrais pas dans les détails, quoi. Ouais, voilà, j'essayais de pas trop en parler, mais il fallait bien que je signifie que j'avais un petit problème parce que sinon... j'allais passer pour quelqu'un un peu de chelou, quoi. C'était un peu de bizarre. Tu devais énormément prendre sur toi, quoi. Voilà, c'est ça. Si après tu dois cacher pourquoi t'es fatiguée, pourquoi tu dois aller aux toilettes, pourquoi finalement au dernier moment tu décides de pas aller à une sortie ou quoi, c'est fatigant, quoi, à la longue, j'imagine, de se justifier. Ok. Donc dans tes illustrations, tu abordes aussi le sujet de la féminité, de la sexualité. J'imagine que tu t'es posé toutes ces questions. Comment tu as fait pour te sentir à nouveau féminine ou désirable, ou en tout cas le rester? Je pense que la première chose, c'est que j'ai pris 20 kilos. Du coup, en fait, c'est tout bête, mais c'est vrai qu'avant... et au début, quand je me suis regardée avec la poche, je trouvais ça moche. J'avais 28 ans, donc je trouvais que c'était... que ça gâchait un petit peu ma jeunesse, mon physique, que ça allait pas être joli. Et puis finalement, je faisais 37 kilos, donc déjà j'étais pas au top, hein. Je remarquais pas, mais j'ai compris après. Et au fur et à mesure de reprendre du poids, j'ai retrouvé un corps
plus féminin, en tout cas mon corps féminin que j'avais avant la maladie, avec des formes, avec des cuisses, des fesses, des seins, du ventre, enfin tout ça, alors que moi j'avais la peau sur les os et c'était pas ça mon corps à la base. Donc j'ai retrouvé le corps que j'avais, qui est pas parfait, mais qui est quand même mieux que le corps malade, puisqu'il me porte et il me permet de faire tout ce que je veux. Et au fur et à mesure, en plus, je me suis rendu compte que la poche, si on veut pas la montrer, on la montre pas. On peut mettre un grand t-shirt, on peut mettre une robe, on n'est pas tout le temps obligé non plus de l'exposer, donc c'est quand même un peu un avantage. Et puis maintenant, je peux même m'en servir comme accessoire, puisqu'il y a des housses qui embellissent un petit peu, donc maintenant l'été, ça me dérange pas de mettre un petit t-shirt, de montrer la poche, et finalement, c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça pouvait se customiser, que tout autour, quand même, il y avait plein de choses, quoi. Je me résume pas à un ventre. Donc j'ai ma tête, j'ai mes mains, j'ai mes jambes, j'ai tout ça et ça fait partie aussi de mon corps et je pense pas que les gens se focalisent forcément sur cette petite partie qui en plus finalement raconte mon histoire. Donc c'est pas que du négatif, mais voilà, je pense que je me résume pas à ça et l'important c'est vraiment que je puisse faire ce que je veux et que je m'habille comme je veux, je suis la même personne et tout va bien. Donc j'ai retrouvé qui j'étais avant la maladie. Et donc c'est ça, ma féminité, en fait, c'est d'être moi-même. Bravo. Oui. Est-ce que tu as déjà eu des remarques désagréables liées à ta poche ou même avant quand tu n'avais pas la poche mais que tu étais malade? Ouais, alors, avec la poche, c'est vrai que j'ai pas de remarques. J'ai jamais eu de remarques négatives ou quoi que ce soit, en fait. Beaucoup de curiosité, de compassion. Donc, pas avec la poche, mais par contre, avec la maladie de Crohn, beaucoup. Parce que c'est une maladie invisible, ça touche aux intestins, donc en fait, ça va aussi avoir un impact sur l'alimentation. On va beaucoup aux toilettes et du coup, ça peut passer pour d'autres choses, en fait. Il y a des gens qui pensent que c'est parce que on fait pas de sport, parce qu'on mange mal, parce que on fait pas ce qu'il faut en fait, on n'a pas une bonne hygiène de vie, peut-être même qu'on fait exprès, peut-être qu'on a envie d'être malade, peut-être qu'on est juste stressé aussi. Et du coup, en fait, je sais pas si c'est pour se rassurer un peu soi-même en disant mais elle peut pas être malade comme ça pour rien, ça peut pas arriver du jour au lendemain, elle a forcément fait quelque chose. Et peut-être que je me dis c'est une manière pour la personne qui est en face de se protéger et de se dire bon, moi si je le fais pas, ça va pas m'arriver. Je sais pas si c'est ça ou si c'est pour minimiser un petit peu, mais ça c'est quelque chose qui est difficile, qui aide pas du tout parce qu'en plus on culpabilise vachement quand on nous dit ça. On se pose des questions aussi, on se dit mais peut-être. Parce que moi, j'ai essayé les régimes sans gluten, j'ai essayé les régimes sans lactose, sans fibres, je fais du sport, j'ai essayé les probiotiques, enfin plein de choses, le yoga, le machin, tout. Et ça donne pas de résultat. Après, je suis contente d'avoir essayé parce que je me dis au moins, je l'aurais fait. Voilà, c'est ça, pas de regret. Mais d'un autre côté, je me suis dit que c'était ma faute, j'ai culpabilisé, je me suis torturé l'esprit, alors que non, la maladie, elle est là, c'est pas ma faute, hein, c'est comme ça, et puis parfois, on peut pas y faire grand-chose, donc ça, c'est des remarques. Ou alors aussi, j'avais cette remarque, mais alors celle-là, je la trouve tellement idiote, c'est « Oh, mais de toute façon, toi, t'es juste anorexique ». Alors déjà, l'anorexie, c'est une maladie quand même. Donc juste, c'est comme si quelqu'un, je sais pas, il a une jambe amputée, on lui dit « Oh ben non, c'est bon, t'as juste un bras amputé ». C'est pas mieux quoi, en fait, c'est la même chose. Tu passes d'un problème à un problème, donc je vois pas comment ça peut être mieux. Et cette remarque, je l'ai eu beaucoup. T'es anorexique? Déjà non, puis en plus, même si j'étais anorexie, ce serait pas mieux quoi. C'est aussi une maladie, c'est aussi un problème, donc c'est bizarre là. Le niveau un petit peu, ce que pensent les gens, la hiérarchie des maladies, c'est comme si c'était moins grave. Voilà. Mais ça, je l'ai eu beaucoup, ouais. Si tu veux bien, j'ai des questions plus concrètes, pratiques à te poser afin que l'on se rende mieux compte du quotidien d'une personne porteuse de stomie. Tu vas, à mon avis, répondre du tac au tac. Est-ce qu'il y a des choses déjà que tu ne peux pas faire liées à cette poche, à cette stomie? Il y a un truc que je peux pas faire, c'est par exemple quand je suis couchée, si je dois relever mes jambes tendues, ça, je ne peux pas le faire.
Non, ça, c'est C'est au niveau des abdos, en fait. voilà. On peut-tu remarquer ça juste en faisant du sport. Ça, c'est un truc, je n'arrive pas à le faire du tout. Donc, après, j'ai de la chance parce que je le fais pas tous les jours. Donc, ça va. Mais sinon, des trucs que je peux pas faire plus sérieusement, bah, je vais éviter de faire du taekwondo, des sports de combat, des sports de contact comme ça. Je pense que même si il y a des ceintures de protection qui peuvent un petit peu prendre les chocs, etc. Bon, ça, j'aurais pas très envie non plus de prendre le risque de le faire. Mais sinon, non, j'ai pour l'instant pas beaucoup de limites avec ma stomie. Est-ce que tu peux manger et boire tous les aliments? Oui, alors je peux tout manger et je peux tout boire, mais je le digère différemment. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais manger des crudités, ou des fruits, des champignons, des oignons. Je sais que c'est des aliments qui vont pas bien se digérer et qui vont vite remplir ma poche. Et du coup, c'est mieux de les couper avec du riz, enfin pas de manger que ça parce que sinon, vraiment, je vais avoir la poche qui se remplit, il va falloir la vider, ça va être de l'eau, donc ça peut provoquer aussi des irritations, des brûlures. Et donc, il vaut mieux manger équilibré. Mais en soi, si j'ai envie de me taper une fondue savoyarde, ben, je sais que je vais rester chez moi le soir, que ma poche, elle va se remplir, mais je peux la manger. Ce sera juste, je m'adapte un peu après pour aller aux toilettes. Tu as parlé de brûlure. Est-ce que la stomie, ça fait mal? Enfin, est-ce que c'est douloureux? Et justement, c'est quoi ce problème de brûlure? Alors la stomie en elle-même, elle est pas douloureuse. Même le morceau d'intestin qui sort, en fait, si on le touche, c'est insensible. Donc c'est même des fois un petit peu dangereux parce que si on se brûle ou des choses comme ça, on peut ne pas le sentir. Par contre, autour de la stomie, là, ça peut être sensible. Et les brûlures, donc, elles vont soit venir parce qu'on a une peau fragile et que le pansement, du coup, ça peut être un peu irritant. Et ça peut être aussi parce que on a mangé une salade et que en fait les sels vont être très liquides, donc vont toucher la peau et c'est très irritant en fait pour la peau et donc à partir de là on peut avoir des brûlures autour de la stomie et des problèmes avec le pansement pour qu'il colle, etc. Donc moi, j'ai de la chance parce que j'ai une peau qui réagit bien, qui n'est pas très sensible et donc ça va. Mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile, qui ne supportent pas le socle, le pansement, qui ont plus de mal avec ça et qui ont des vrais problèmes au quotidien. Moi, c'est vrai qu'avec la stomie, quand même, j'ai de la chance d'avoir une stomie qui est solide en fait. C'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que tu peux te baigner? Mais tu l'as déjà dit. Mais tu as dit que tu avais fait du surf. Donc oui, tu peux te baigner sans problème. Avec la poche, carrément, ou il faut mettre autre chose Non, je me baigne avec la poche. Après, j'ai toujours une petite appréhension quand j'ai une grosse vague qui m'arrive dessus. Mais sinon, je la tiens. Enfin, vraiment, en plus, il y a on peut mettre des renforts. On peut avoir un collant qui est un peu plus épais en demandant à son fournisseur de matériel. Mais on peut se baigner. Après, par exemple, pour le surf, c'est un peu particulier parce qu'on est couché sur sa planche, donc on est couché sur la stomie. Et du coup, je ne peux pas rester 2 heures dans l'eau en étant appuyée sur ma stomie qui est humide en fait pendant 2 heures. Donc je vais en faire une demi-heure, 1 heure. Et puis après, je vais sortir de l'eau. Je vais peut-être changer la poche directement ou pas si elle est encore assez collée. Mais voilà, je ne peux pas me baigner non plus. Enfin, ça dépend ce que je fais comme activité, mais c'est à surveiller. Est-ce qu'avec une stomie, on peut avoir des enfants? Oui, oui. Alors, j'en ai pas, donc je n'ai pas essayé, mais c'est possible. Et je sais que je suis des personnes un peu sur Instagram, justement, qui étaient enceintes avec la stomie. Donc, c'est possible. Je pense qu'il y a un suivi médical un peu plus poussé parce que, du coup, ça peut peut-être amener un peu plus de complications. Enfin, il faut quand même avoir un bon suivi. Mais en soi... la stomie intestinale, elle a pas de rapport finalement avec nos organes reproducteurs qui donc devraient fonctionner. Ok. Est-ce que quand on a une stomie, on est plus souvent malade ou un peu plus fatigué ou pas forcément? Alors malade, non. Moi, je suis quelqu'un je ne suis pas beaucoup malade, d'ailleurs heureusement parce que c'était suffisant la maladie de Crohn, mais sinon non, donc ça change rien la stomie. Mais par contre, c'est vrai qu'on est plus fatigué. On est plus fatigué parce que forcément, on digère plus vite les aliments, donc les nutriments passent plus vite et on n'ingère pas forcément tout. Du coup, tu manges plus en quantité?
pour... Non, moi j'ai toujours gardé un petit appétit, j'ai jamais eu un gros appétit et je l'ai gardé. Après, il y a des personnes qui compensent en mangeant plus, ouais. Ça dépend vraiment Parce des que gens. du coup, tu absorbes beaucoup, vu que tu as un bout d'intestin que tu n'as pas finalement, enfin, qui était celui qui était malade, tu absorbes beaucoup moins de nutriments qu'une personne qui a l'intestin sain, quoi. Oui, mais comme moi c'est le gros intestin qui n'est plus là, quand même j'ai tout le début de ma digestion. Donc c'est quand même assez long cette phase-là et c'est différent. Par exemple, ceux qui ont une colostomie, donc où c'est plutôt l'intestin haut qui est touché, bah là la nutrition, comment dire, l'absorption des nutriments va se faire tellement vite finalement que effectivement la sensation de satiété va disparaître aussi très vite. Tant que moi, j'ai quand même une digestion un peu plus longue, donc j'ai pas eu cet appétit supplémentaire. Est-ce qu'il y a des odeurs liées à la stomie? Alors non. Oui, moi j'avais peur aussi, et il paraît que ça le fait pour certaines personnes. Mais moi, mon matériel en tout cas est très efficace, il est très hermétique et du coup il n'y a aucune odeur, c'est-à-dire que mes gaz sont complètement enfermés dans la poche et que si je n'ouvre pas la poche, du coup il n'y a rien qui s'échappe. Donc ça n'a aucune odeur, non, on peut pas deviner. Et ma dernière petite question pratique, est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à oublier ta poche, ta stomie? Tous les jours presque. J'oublie tout le temps en fait. Donc on peut dire qu'elle fait partie de toi et que tu l'as totalement acceptée aujourd'hui. Ouais, complètement, puisque grâce à elle, je fais plein de choses. Et du coup, c'est vrai que ça fait partie, en plus, maintenant de mon personnage aussi, Stomy Buzzy. Donc, c'est un tout. C'est moi, je suis comme ça. Et du coup, ça me dérange pas du tout de la voir, de vivre avec et de la montrer, d'en parler. Et avant de parler de cette aventure Stomy Buzzy, quel conseil donnerais-tu à une personne qui apprend qu'elle va avoir besoin d'une stomie, qui appréhende un peu la chose? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je lui montrerai peut-être tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Je répondrai vraiment à toutes ces questions en lui montrant que c'est pas parce qu'on a une stomie que la vie s'arrête, que c'est une contrainte au quotidien. Après, il y a deux cas de figure. Il y a la personne qui a été malade avant et qui a une stomie et qui va donc gagner en confort de vie. Et donc là, on peut lui expliquer qu'elle va pouvoir manger ce qu'elle veut. Rien que ça, c'est un gros bon point en fait. Mais faire du sport, faire du travail, enfin voilà, que tout ça c'est possible en s'adaptant un tout petit peu. Et puis il y a le cas de figure de la personne qui n'était pas malade avant en fait, qui n'avait pas de symptômes et qui se réveille après une opération avec une stomie et pour qui du coup ça va être une contrainte par rapport à ce qu'elle connaissait avant. Et là en général c'est là où c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas cette comparaison en fait qui est positive. Mais voilà, je pense que la stomie, ça permet quand même de sauver la vie. C'est pour continuer à faire tout ça et il ne faut pas s'empêcher de vivre parce qu'on a une stomie. Au contraire, c'est fait pour que vous puissiez plus profiter, pour que vous puissiez aller à la plage, aller au travail, aller au resto, faire tout ce que vous voulez. C'est une deuxième chance et il faut vraiment essayer de la saisir. J'espère que le message est passé. Donc, comme on l'a déjà dit, tu as un compte Instagram qui s'appelle Stomy Buzzy depuis, si je ne me trompe pas, 2 ans. Oui. J'ai regardé hier soir, tu avais 72 000 abonnés. Ah ouais. Ce qui est quand même conséquent. Tu as une belle communauté. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans cette aventure Est-ce que tu dessinais avant déjà? Comment tu as pensé à faire ça en fait? Oui, alors moi je dessine depuis que je sais tenir un crayon, donc des BD, même j'en ai commencé quand j'avais 10 ans. C'était vraiment un moyen d'expression que j'adorais, c'est une passion. J'ai fait mes études dans le milieu artistique, j'ai été graphiste aussi, donc c'est vrai que c'était déjà assez évident pour moi parce que l'idée c'était à mon tour, après avoir été opérée, après avoir bien profité pendant 1 an d'une vie normale, de me retourner, de regarder ce que j'avais vécu, mes expériences, et de me dire peut-être que moi, avec tout ça, je peux aussi aider ne serait-ce qu'une personne à aller mieux. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé quand même quand j'étais à l'hôpital et que donc j'ai rencontré la patiente de mon médecin.
c'est elle qui m'a fait tout relativiser et j'ai trouvé ça génial qu'elle qui n'est pas dans le milieu médical, elle s'investisse un petit peu, elle soit bénévole pour juste aider quelqu'un comme ça. Et je me suis dit que moi, à mon petit niveau, c'était peut-être à mon tour de jouer un rôle, aussi petit soit-il, avec mes petites compétences, peu importe. Peut-être que si j'arrivais à toucher une personne et juste à discuter avec une personne et à la faire sourire, à la faire un petit peu dédramatiser ou à la rassurer, ce serait quand même... ce serait super bien, quoi. J'aurais vraiment mon rôle à jouer. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouverais... moi, je trouve que j'ai trouvé ma place parce que ça me fait plaisir, justement, de pouvoir aider un petit peu les gens. C'est avant tout pour aider, mais j'imagine qu'aujourd'hui, ça t'apporte aussi des choses. Ça m'apporte énormément parce que... parce qu'en fait, j'en ai fait mon métier. Du coup, moi, tout ce que j'ai fait sur Instagram, en fait, maintenant, c'est grâce à ça que je peux être illustratrice à temps plein. C'est grâce à ça que je trouve mes clients, qu'on m'appelle, que j'ai fait ma BD aussi. Et du coup, c'est vrai que c'est grâce à ça, en fait, que j'ai réalisé mon rêve, finalement. Donc, moi, c'est vraiment... au niveau professionnel, ça m'a permis vraiment de m'installer dans ce que je voulais et de vivre de ma passion. Et puis après, ça me redonne foi en l'humanité tous les jours. J'ai une communauté qui est très, très bienveillante. J'ai de la chance d'avoir des gens qui sont super gentils, qui sont rigolos, qui prennent les choses au second degré. Et des fois, j'ai un peu peur de faire une blague un peu décalée où je me dis « Oh là là, ils vont rien comprendre, je vais être toute seule dans mon délire. » Et en fait, pas du tout, je vois qu'on est plein dans mon délire. Alors du coup, je me dis « Mais c'est bon, je suis pas folle. » Enfin, on est un peu tous pareils et c'est cool de voir un peu de légèreté, quoi. Ça fait du bien, en fait, de se retrouver autour d'un truc qui est pas facile à aborder forcément. Mais finalement, on arrive tous un petit peu à dédramatiser la chose, à s'entraider, à se faire sourire, à se faire plaisir. Et je trouve que c'est super... C'est pas comme ça que je voyais les réseaux avant, et finalement, les réseaux, c'est aussi de la solidarité, c'est de l'amour, quoi, c'est cool. Ouais, j'encourage tout le monde à aller jeter un œil sur le compte Stomy Buzzy. C'est super drôle. Comment tu trouves les idées, en fait? Au début, c'est parti un peu de ton parcours, mais au fur et à mesure, il y a eu tellement de publications que t'es super forte, quoi, pour prendre une petite partie comme ça du quotidien et tu penses, ou tu pars du dessin et après tu fais le texte, ou tu pars d'une situation et après tu dessines. Mais je pars souvent d'une situation. Après, j'exagère beaucoup, j'extrapole, hein, bien sûr, mais souvent c'est des petites choses du quotidien, ou alors mais on fait tout ça. Des fois, on est dans une situation. Et puis, sur le coup, c'est pas forcément drôle ou on n'a pas bien répondu ce qu'il fallait. Et puis, on repart, puis on y réfléchit, on dit « Ah mince, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. » Moi, avec Stomy Buzzy, en fait, je peux le faire. Je peux transformer des trucs qui étaient... qui n'avaient pas de signification, quoi, qui étaient nuls dans ma journée. Et puis, finalement, j'en fais un truc qui était marrant parce que je me dis « Si ça s'était passé comme ça aurait été vachement plus fun. » Et j'ai un entourage qui m'inspire beaucoup. J'ai mon chien... mon fils chien, qui est exceptionnel. Donc, du coup, forcément, il m'inspire plein de choses. J'ai mon copain qui m'en fait des belles aussi. Et puis, je viens d'une famille aussi où on est un peu direct, quoi, où on tourne tout en dérision. Il faut vraiment... faut avoir de l'autodérision, quoi, pour être dans ma famille. Parce que moi, dès que je revenais avec une anecdote triste ou je me plaignais et tout... ça devenait un truc marrant, on se foutait de ma gueule et finalement je me disais ouais, ça dépend comment tu prends le truc, en fait ça peut être marrant. Donc c'est peut-être un entraînement, quoi. Ouais, c'est un mode de vie. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu te sens handicapée? Est-ce que ce terme te parle? Tu te définis comme handicapée? Pas du tout. Moi, non, je suis pas du tout handicapée par rapport à d'autres personnes qui je sais pas, qui ont une stomie ou quoi que ce soit, qui le vivent différemment. Moi, j'ai pas du tout de handicap. Je peux faire tout ce que je veux. Donc, je me sens pas handicapée, au contraire. Je me sens en pleine forme, en super bonne santé. J'ai la vie devant moi, je suis jeune, tout va bien. Je sais pas si on peut le dire, mais est-ce qu'on peut dire que tu es guérie? Ou on ne guérit jamais de la maladie de Crohn, ou le fait d'avoir une stomie, on peut pas appeler ça une guérison? Alors on ne guérit pas de la maladie de Crohn, mais on est en rémission. Et alors en plus, j'ai appris il y a pas longtemps que pour être considéré en rémission, il faut que ce soit 4 ans résolu. Donc moi, ça a fait 4 ans.
Donc c'est pas encore, en fait, je crois que là je peux être considérée peut-être l'année prochaine en rémission, un truc comme ça. Enfin c'est pas encore tout de suite, mais moi je me considère complètement en rémission, ouais. Et je croise les doigts pour que ça revienne pas. Après je vois pas comment, mais normalement il y a pas de raison. Parce que ça, on touche du bois, mais ça pourrait toucher... ça pourrait toucher un morceau d'intestin qui te reste Ouais, en fait ça en haut de peut... l'ostomie, quoi. Ça peut toucher tout le tube digestif. Donc, du coup, comme il m'en reste une bonne partie, ça peut toujours se réveiller à un endroit. Malgré tout, comme moi, pendant 12 ans, ça s'est focalisé sur le gros intestin à cet endroit-là. Il n'y a pas forcément de raison pour que ça aille chercher ailleurs. Mais en théorie, ouais, ce serait possible. On va parler un peu de ton livre qui sort le 31 août et qui est déjà en précommande. Donc, c'est-à-dire dans 10 jours. Qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu es stressée, excitée ? Est-ce que tu es fière ? Juste tout ça. Je suis trop contente. Je suis trop contente, mais j'ai peur. Non. Ouais, je suis super contente parce que c'est vraiment un rêve de petite fille. Moi, comme je disais, des BD, j'en faisais depuis que j'étais petite, donc forcément avoir la mienne. En plus, c'est un roman graphique, donc en fait, c'est une grosse BD qui fait plus de 200 pages, donc c'était un gros travail. Et je suis très très contente en plus d'être tombée sur une maison d'édition où il y avait des collaboratrices hyper bienveillantes, très gentilles, qui m'ont laissé faire ce que je voulais, qui m'ont que aidée et tirée vers le haut en fait. Et du coup, ouais, je suis fière, je suis contente. J'espère que ça parlera à d'autres personnes qui se sentiront rassurées et qui rigoleront aussi, qui dédramatiseront un petit peu la maladie. Et je suis super stressée aussi parce que j'ai peur qu'ils me disent « Mais en fait, c'est nul, quoi. » Non. Et moi, j'ai mis 8 mois à le faire et c'est nul. Donc, je pense pas que tout soit nul de toute manière, parce qu'il y a 200 pages. Donc, normalement, il y a des trucs bien. Mais j'ai toujours un peu peur que les gens soient déçus, quoi, qu'ils s'attendent pas à ça. Vu le succès de tes illustrations jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison, à moins que tu aies pris un tournant. Non, ça reste pareil, ouais. J'imagine que c'est le même humour, le même... encore plus, peut-être, encore plus travaillé, je sais pas. Mais... Ah ben oui, là, j'ai tout donné. J'ai tout donné parce que c'est 230 pages, mais c'est 230 blagues, hein, donc... Ah oui. Voilà. Donc oui, justement, je crois que j'ai pas dit le titre, mais ça s'appelle Macron de vie. Donc on se doute un petit peu du sujet de ce roman graphique, mais est-ce que tu peux nous résumer globalement ce que tu as mis à l'intérieur ? Alors du coup, ma chronique de vie, ça va parler de mon histoire de malade, donc des premiers symptômes avec le diagnostic de la maladie, jusqu'à l'iléostomie et l'acceptation avec cette nouvelle vie en fait. Donc c'est vrai que j'aborde dedans plusieurs sujets, plein de thèmes avec les traitements, le suivi médical, les rapports avec mes médecins qui se sont pas toujours très très bien passés. L'envie de poursuivre aussi, de courir vers une certaine normalité, donc essayer de continuer à voir des amis, à faire la fête, à travailler et supporter en même temps le regard des gens, la douleur, les difficultés qu'on rencontre à l'hôpital. Enfin, il y a plein de choses que j'aborde. C'est vraiment... j'ai pris ma vie, puis je l'ai divisée en chapitres et j'ai essayé de raconter au mieux ce que je vivais par rapport à la maladie en essayant d'aborder plein de thèmes différents autour de ça. Et donc, où on pourra l'acheter ? Oh, partout. On peut l'acheter dans les librairies, on peut le commander dans les librairies, on peut la commander sur Internet, sur Cultura, la Fnac, Amazon, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et tu vas organiser des dédicaces ? Mais j'aimerais bien. Moi, je le veux dédicacer. Mais pas de souci. Le seul problème, c'est que je mets 1 heure pour faire une dédicace parce que je me suis entraînée cet été au cas où. Et je suis super lente. Mais bon. Ah oui, tu fais un petit dessin ou quoi ? Ah oui, je fais un petit dessin et puis je me dis, mais moi, si je fais une dédicace, j'ai envie de parler avec la personne en même temps. Ah oui. Donc ça va me ralentir encore plus. Donc bon, il faut que je m'entraîne. Moi, je suis prête à faire des dédicaces. J'ai trop envie de rencontrer des gens. Je suis sûre que les gens qui vont venir me voir, ça va être des gens adorables, sympas. Et j'adore rencontrer des nouvelles personnes en plus, donc ce serait vraiment super de pouvoir faire ça, ouais. On arrive aux questions de la fin. Enfin, peut-être. Tu te dis déjà. J'étais bien. Est-ce que tu as du coup un livre, un podcast, un film ou une musique qui t'a aidé et dont tu as envie de nous parler ?
Céline Dion m'a beaucoup aidée. Non, pas du tout. À l'hôpital, à passer les nuits. Mais n'empêche. Ah, mais voilà, on est d'accord. J'ai beaucoup chanté à l'hôpital du Céline Dion. Et je chante très mal et c'est très bien passé. Donc, elle m'a fait passer du temps. Après, je me suis pas trop tournée vers les réseaux, les médias, tout ça après l'opération. Mais c'est surtout me conforter dans mon choix et dans ma philosophie de vie sur Instagram. J'ai rencontré des belles personnes qui sont devenues un peu des amis virtuels, quoi. C'est rigolo, quoique j'en ai vu aussi en vrai. Mais il y a Kangaroo Girl, par exemple, qui est super inspirante, qui est adorable et qui montre un quotidien entre maladie et puis l'adaptation à la vie normale, tout ça. Donc ça, je trouve qu'elle est super encourageante et elle fait super bien passer son message. Il y a Crohn's Anatomy, donc ça, c'est un petit peu ma préférée aussi, qui parle de la maladie de Crohn, mais qui parle aussi de beaucoup d'autres choses. Il y a Swazik, il y a Lou, enfin, il y a beaucoup de nanas, en fait, je suis en train de me dire. Les mecs, il faudrait être un peu plus présents. Mais beaucoup de nanas, ouais, qui vivent leur stomie bien, qui sont et voilà, et que j'aime bien pour leur personnalité et parce qu'en même temps on a ce point en commun qui fait que malgré la stomie, bah on est heureuse. Enfin, des fois, on est malheureuse, mais voilà, on est normal en fait, quoi. Il y a pas forcément de parler de handicap aussi. On avance. Donc ça, c'est inspirant, quoi. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien? Ouais, alors moi, ce que j'aime bien me dire, c'est qu'il faut essayer de faire des petits riens notre bonheur au quotidien, parce que bah, moi j'ai cru que j'allais mourir, donc maintenant que je vis et que tout va bien, il y a plein de choses auxquelles je faisais pas attention avant et finalement que je trouve incroyables et superbes. Ça peut être rien que bah, s'ennuyer. Franchement, on a de la chance des fois de s'ennuyer, quoi. C'est un privilège de fou. Même qu'il pleut, t'es dehors, mais tu te dis c'est beau la vie. Il y a plein de choses en fait dans une journée. Chaque jour est différent. Il faut essayer voilà d'être heureux avec ça. Et en même temps, je me dis, bah des fois, on s'en tape, quoi. Si j'ai envie de rester dans mon lit, que ça va pas et que je râle sur tout ce qui se passe, ben je le fais, quoi, parce que c'est comme ça. Je vais pas être, je suis pas un bisounours, quoi. Donc il y a des fois ça va, il y a des fois ça va pas. C'est pas vrai de dire qu'on est toujours positive. Et donc faut essayer d'accepter, je pense, un petit peu. Des fois d'être bien, des fois de pas être bien, des fois d'être nul, des fois d'être con. Puis on va essayer de faire mieux demain, quoi. C'est ça l'idée. Mais tu essaies d'être heureuse avec des petites choses. Ouais, voilà, j'essaye. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder? Peut-être qu'il y a un sujet qui est un peu oublié, je trouve, quand on parle de maladies, souvent de santé, c'est les proches des malades. Je l'ai un peu abordé tout à l'heure, j'en ai parlé, mais en fait c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que moi quand j'étais malade, je me suis beaucoup forcément concentrée sur mon mal-être, sur ma douleur, sur ma maladie. Et j'ai un petit peu oublié que ça touchait aussi beaucoup mes parents, ma sœur. Et je pense que effectivement le malade sur le coup peut pas forcément faire quelque chose pour eux, hein, parce que c'est comme ça, c'est pas sa faute, et que de toute manière la seule chose qu'il peut faire c'est d'aller mieux pour les rendre heureux. Mais eux, aux proches, il faudrait essayer, il faudrait qu'ils arrivent à se préserver aussi. Il faut pas qu'ils s'oublient, il faut qu'ils aient une vie, il faut qu'ils aient des moments en dehors de la maladie. Et puis voilà, parce que sinon on peut facilement se perdre, on peut facilement déprimer. Et je trouve que c'est un peu les victimes oubliées des maladies parce qu'ils le vivent à peu près autant que nous, si ce n'est parfois plus parce qu'eux ils ressentent pas, mais ils sont impuissants face à ça. Et c'est difficile de voir quelqu'un qu'on aime souffrir en fait. Bah oui, concerné aussi. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce qu'on s'oublie beaucoup, quoi. Alors que, enfin, voilà, quoi, c'est difficile aussi pour eux. Donc, il faut prendre du temps pour soi. Faut faire des choses qui nous font du bien, quoi. Faut pas s'oublier. Ouais, c'est bien d'y penser. Et je vois que dans ton cas, tu as de la chance d'avoir des proches. D'ailleurs, ouais, j'imagine c'est en partie grâce à eux, quoi. Ils ont réussi à te faire voir le côté positif. Et c'est hyper important d'avoir un socle solide, quoi, pour pouvoir se relever et rebondir. En tout cas, je pense qu'on rebondit plus vite quand on est bien entouré, quoi. Ouais, ah oui, c'est clair, c'est les poteaux, quoi. Ça porte tout et ça permet vraiment, vraiment de maintenir le cap. Donc, une fois qu'on s'en est, que ça va un peu mieux, il faut en prendre soin de ses proches. Ah oui, moi j'essaye.
Bon, après, ils veulent vivre normalement. Ils comprennent pas que je vais être tout le temps avec eux. Un câlin, les aider. Un peu trop pot de colle. Mais moi, j'ai essayé en tout cas de leur rendre comme je peux, quoi. Ah ouais, vraiment. C'est grâce à eux. D'ailleurs, mon livre, je l'ai dit, je l'ai écrit dedans. Je leur dédie à eux parce que tout ça, c'est vraiment grâce à eux. Ouais, il y a aussi une part grâce à toi. Hein. Ouais, mais bon. T'as un mental quand même de warrior. Hein. Ouais, mais j'ai de la chance. Ils m'ont encouragée dans ma passion, dans le dessin. Ils m'ont encouragée dans la BD. Ma sœur, la pauvre, moi je lis pas. Elle me raconte plein d'histoires. Elle me fait rigoler. Enfin, vraiment. Vous êtes à fond. Ouais, ils sont top. Dernière question. Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir ? On peut me souhaiter de garder cet état d'esprit et que ça continue comme ça. Et du succès pour ton livre ? Du succès pour mon livre, ouais, ce serait bien. Ouais, de réaliser mes projets, ce serait super, ouais. Et de faire d'autres livres, ouais. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Bah, ça y est, hein, t'as l'air bien lancée. Hein. On va essayer. Bon, merci beaucoup, Juliette. Avec plaisir, merci. Franchement, c'était super. Et à bientôt. Merci beaucoup à toi et à bientôt. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment à Juliette pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur Juliette, son travail d'illustratrice et son roman graphique, vous pouvez aller jeter un œil dans les notes de l'épisode. Enfin, si comme Juliette ou mes invités précédents, vous avez envie de raconter votre histoire derrière le micro de Pépin, vous pouvez me contacter par mail à pepinpodcast@gmail.com. Dernière petite info avant de vous quitter, ce mois-ci je vous donne rendez-vous le 15 octobre pour la sortie d'un nouvel épisode hors série. Si vous voulez en savoir plus sur la thématique, je vous invite à me retrouver sur le compte Instagram de Pépin Podcast.